se dérouler à Vichy le vernissage de la 4e édition de l'exposition Portrait au Centre culturel Valérie Larbaud. De nombreux photographes étaient invités, dont Jean-Marie Perrier, créateur de la revue Salut les copains. Charlotte Benoît, vous êtes l'adjointe à la culture pour la ville de Vichy. Est-ce que vous êtes satisfaite de cette programmation ? Oui, on est très satisfait de la programmation de cette édition parce que c'est un beau mélange entre la jeune création contemporaine et avec l'icône Jean-Marie Perrier face à eux. Donc c'est un beau mélange et je pense que c'est une programmation qui montre bien ce qu'on veut faire de Portrait, c'est-à-dire un festival à la fois exigeant et populaire. Claude Mailleret a beaucoup insisté sur la venue de M. Perrier. Qu'est-ce que ça peut apporter à cette exposition, Sabine ? La venue aujourd'hui en tant que telle pour le vernissage, c'est pour marquer l'événement et c'est vrai que c'est important pour la notoriété du festival. Après, ce qui est important, c'est d'avoir son nom dans la liste de ceux qui ont exposé et de ceux qui ont participé à Portrait. Voilà, c'est un ensemble entre la venue de l'artiste et la venue de ses œuvres. Cette exposition, c'est un moyen de montrer que Vichy peut attirer du beau monde culturellement ? Oui, je pense qu'avec l'opéra, déjà, on sait le montrer de manière différente. Là, l'idée, c'est de Portrait, c'est vraiment d'aller à la rencontre de notre public. Et la ville de Vichy, qui est une sorte de musée à ciel ouvert, son patrimoine, etc., s'y prêtait complètement. Et donc, c'est l'idée de se dire, c'est que Vichy, c'est un musée en lui-même. Et donc, l'idée d'exposer ses photos à l'extérieur. Vous aurez donc compris, la venue de Jean-Michel Perrier est importante pour la ville de Vichy. Justement, Jean-Michel Perrier, est-ce que vous pouvez nous rappeler les nombreuses personnalités que vous avez photographiées ? Non, parce qu'il y en a tellement. Johnny, Sylvie, Françoise Dutronc, Claude François, Eddie Mitchell, Paul Naref, les Beatles, les Rolling Stones, Chuck Berry, James Brown. Comment est-ce que vous avez fait pour toutes les rencontrer, qu'elles acceptent d'être photographiées ? Non, mais c'était très très facile puisque c'était pour ce journal Salut les copains qui était le premier du genre en Europe. Donc c'était le premier journal qui s'occupait de cette nouvelle musique qui était le rock et la pop, quoi. Bon, donc je les ai connus, ils démarraient tous. Donc après c'était facile pour moi puisque je les connaissais d'avant. Après j'avais qu'à suivre, ils devenaient des stars mondiales et moi j'avais qu'à suivre. C'était pas compliqué. C'était une manière pour eux de se faire connaître aussi ? C'était indispensable parce que c'était le seul journal qui faisait ça. Donc ça a été immédiat, c'était un succès incroyable. Je veux dire, on a commencé, on tirait à 100 000 exemplaires. Ils ont été obligés d'en retirer 100 000 3 jours plus tard. C'était l'émeute dans les kiosques. Et 6 mois plus tard, on était à 1 million d'exemplaires. Bon, ça n'arrivera plus, ça, des trucs comme ça. Il n'y a que dans l'Internet ou l'informatique, peut-être qu'il y a des types qui font des choses comme ça. Mais les journaux, c'est fini. Est-ce que vous diriez que vous avez été précurseur du magazine People ou c'était vraiment autre chose ? Non, ça existait déjà, le magazine People. Il y avait Ciné-Monde, il y avait des journaux. Mais non, c'était un journal qui était uniquement destiné aux adolescents. C'était ça qui était nouveau. C'était uniquement les jeunes chanteurs qui intéressaient les adolescents. Avant, il n'y avait pas de journaux pour adolescents. L'adolescent, c'était complètement nié. Dans les années 50, on passait direct de la culoche courte au mariage. Hein. Là, tout à coup, ils avaient une identité, ils avaient leur musique, leur façon de s'habiller, leur façon de danser, leur argent de poche. C'était très nouveau. Restons dans les années 50 et 60 grâce à Jean-Loup Pivin qui a fait un travail sur le photographe Jean de Para qui a vécu à cette époque. Il s'est confié cette fois-ci au micro de Juliette Moyer. Alors celui dont on parle aujourd'hui, son prénom c'est Jean et Jean lui, il a photographié dans les années 50-60 l'indépendance de l'ancien Congo belge. Cette indépendance qu'il a photographiée dans ses nuits, dans ses journées avec un attrait particulier pour les corps mais aussi pour la fête et même celle des bas-fonds. Vous avez effectivement, c'est un homme qui participe, c'est-à-dire qu'il est dedans, il est entouré d'amis. C'est pour ça que le regard est un peu particulier. Tous les gens qui photographient, bien sûr, vont lui acheter ses photographies, mais on sent bien qu'il fait partie de la famille des musiciens. Vous avez quelques images de Franco là qui sont assez même tendres, parce que c'est des images où il a 19 ans. Vous avez des images effectivement des nuits où vous avez des bourgeois qui s'amusent avec des gens, avec des jeunes filles plus légères. Il y a de tout. Enfin, il y a de tout. Et vous avez même les billes qui sont ces gens qui se déguisent en cow-boys, mais qui sont des vrais truands, quoi. C'est pas des demi-truands, mais qui appartiennent aussi à son milieu, à ces milieux de la nuit, de la drogue, de la
en même temps de la grande liesse, parce que c'est pas glauque, c'est quand même très, très ouvert, très joyeux. Enfin, que même la prostitution, si on peut parler de prostitution, enfin, il y a effectivement des légèretés qui existent et que l'on ressent. C'est vrai qu'en plus, la colonisation belge n'est pas la plus tendre des colonisations. Donc l'indépendance, c'est aussi une véritable libération, y compris chez certains photographes qui peuvent enfin photographier autre chose que ce qu'on leur disait de photographier. Donc on va voir naître en plus, je veux dire, des agences avec de photographie nationale. Vous l'avez au Mali, en Guinée, partout, qui vont faire éclore des talents locaux par rapport à des sujets qui leur étaient interdits auparavant. Alors, des sujets qui finalement rappellent étrangement le monde occidental. On pourrait les transposer dans l'Amérique de ces mêmes années. On aurait ces mêmes images de jeunesse folle, de jeunesse qui espérait. Ce mouvement-là, par contre, en Afrique, est plus méconnu. Ben oui, c'est ça. C'était ce que montre aussi Malik Sidibé au Mali. Alors le Mali est un pays plus sage, est un pays socialiste, même très sage, qui est un pays musulman, entièrement musulman. Donc c'est évident qu'entre un pays musulman, où quand même les codes sont un peu plus serrés, et un pays comme le Zaïre, à l'époque le Congo, et cette ville de Kinshasa ou Léopoldville, parce c'est une ville qui a eu ces deux noms, vous avez effectivement deux mondes totalement différents et du coup des images qui sont totalement différentes, même si elles expriment la même liesse, le même sentiment de liberté. On appelait ça le soleil des indépendances. Vous avez pendant 10 ans, effectivement, un véritable épanouissement. Ça y est, on sent qu'on devient indépendant, non pas pour pouvoir redevenir ce qu'on était, mais pour pouvoir accéder au monde contemporain. C'est pas du tout pour pouvoir se mettre des costumes traditionnels. C'est pour pouvoir appartenir au monde. C'est pouvoir mettre des tôles sur ces paillotes et de vivre ce que vivaient les Blancs, de participer à la vie mondiale, à la modernité, tout simplement. En revendiquant cette modernité, il y a également tout l'aspect africain, des petits boulots. Jean de Barras, il a été ferrailleur, il a été réparateur d'appareils photographiques. Il a un peu tout fait, mais il a surtout été reconnu très jeune, à l'âge de 26 ans je crois, pour son talent par, on va dire, la Mecque des nuits de la rumba zaïroise. C'est-à-dire qu'il fait partie des premiers photographes qui sortent de leur studio. Lui a un studio, très honnêtement, pour pouvoir faire les tirages de photographie et pour pouvoir être un piège à filles. Donc on a beaucoup d'images de lui en autoportrait et il est toujours c'est un séducteur infernal. On sent bien que c'est un joyeux luron. Et donc il appartient à cette nuit. C'est en ça qu'il est exceptionnel, parce que nous, on a publié à peu près 700 photographes. Parmi ces 700 photographes, on a vu des dizaines de milliers d'autres. Et quand on sortait un photographe, c'est pas par hasard. Et c'est en cela qu'il est exceptionnel. On ne connaît pas d'autres photographes, il y en a d'autres certainement, comme de Barras, qui effectivement a fait partie de ces nuits, a quasiment fait aucune photographie de studio, et a vécu de cela en vivant effectivement de bière et d'amour, et en même temps en vendant ses photos à ces gens qui deviennent célèbres au passage. Le Seigneur Rochaud devient ensuite un grand Franco aussi, de petits chanteurs, ça devient un monument national. Donc il en profite. Et c'est l'époque aussi où tous les photographes gagnent très bien leur vie. Très bien, il avait une voiture, enfin je veux dire, il n'y avait pas de problème d'argent. Nous sommes à l'époque où la photographie et où les photographes étaient heureux parce qu'ils gagnaient tous très bien leur vie, quasiment tous. Du plus petit qui faisait de la photographie d'identité au plus celui qui photographiait effectivement les bourgeois. Alors parmi tous ces photographes que l'on peut voir, c'est par milliers. On avait fait faire des petits inventaires. En Côte d'Ivoire, on arrivait à je sais pas combien, 7000 photographes qui étaient répertoriés comme tels. Donc vous voyez, c'était quand même énorme. Donc vous avez une prospérité. Et donc parmi tous ces photographes, très peu effectivement étaient des photographes qui faisaient du reportage. Enfin, qui faisaient autre chose, quoi, des choses qui glissaient sur des reportages. Et c'est vrai que c'est ça qui est formidable dans le support, le médium de la photographie, c'est qu'on a un médium qui est ultra moderne, mais en même temps qui est ultra, je dirais, récupéré par les Africains eux-mêmes, et donc c'est pas, et ça on le voit dans le monde entier, je veux dire, c'est pas, vous le voyez aussi dans le monde arabe, vous le voyez partout, je veux dire que c'est un médium qui est universel, est universellement utilisé aussi pour montrer systématiquement sa modernité, c'est-à-dire que ce soit en Chine ou partout. Vous avez, au passage, on n'est pas obligé, mais quand vous avez, et c'est ça qui est amusant de voir, c'est dans ça que, comme par hasard, le médium le plus exogène se révèle être le plus proche que la peinture de certains peintres qui font ça pour les touristes ou les coopérants.
Les photos de Jean de Barras sont donc sorties, ont été remarquées. Qu'est-ce qui a illuminé ces photos? On le voit sur ces photos, les culturistes, absolument formidables, hein, magnifiques, ces femmes heureuses, blanches, noires, cette unicité, ce melting pot qui aujourd'hui pourrait déranger, mais qui à l'époque finalement était, dans ces années d'indépendance un peu folles, une réalité tangible et positive. Là on parle du Congo. Ceux qui étaient restés au Congo, effectivement, rentraient dans une autre logique de rapport avec, je parle des Européens, avec les Africains, malgré tout. Par contre, vous voyez, pour reprendre le Mali, vous avez, dans les années 60 et 70, il n'y a plus d'Européens. Moi, quand j'ai commencé mon musée national dans les années 70, quand l'ambassade de France faisait une réception, il y avait 300 personnes en rassemblant tout le monde qui avait un passeport français. Alors qu'aujourd'hui, c'est des milliers, partout, quoi. Vous êtes pas avec des chiffres aussi dérisoires. Donc, le Mali, justement, montre qu'il y avait, à un moment donné, il n'y avait pas ce mélange. Vous n'avez pas une photo de blanc qui traîne parce qu'il n'y en avait pas, tout simplement. Alors effectivement, à Dakar ou à Abidjan, vous avez effectivement ce melting pot et vous avez chaque fois comme des préhensions très différentes parce qu'effectivement, la colonisation n'a pas forcément été la même. Les rapports entre les gens ne sont pas de même nature. Donc vous avez effectivement des endroits comme la Côte d'Ivoire. Vous avez le sentiment que c'est pas un problème d'être de n'importe où. Il y a une espèce de cosmopolitisme accepté. Et en plus, ils ont accepté toutes les populations qu'il y avait autour d'eux. Donc il n'y a pas de rapport identitaire fort. Alors qu'au Mali, ils sont entre eux, quoi. Je veux dire, c'est un pays fermé, comme la Guinée-Conakry. C'est des pays qui sont fermés sur eux et c'est des pays qui sont sous obédience soviétique à l'époque. Et c'est vrai que ça donne une autre culture. Mais malgré tout, le bonheur d'être indépendant, au début, même dans ces pays qui se révèlent ensuite des prisons, les 10 premières années, c'est ce soleil des indépendances qui quand même brille partout, quoi. Et c'est vrai que d'avoir des témoignages comme ça montre tout d'un coup, effectivement, un monde décomplexé, amusé, voilà, qui fait plaisir à voir. RCF, la joie se partage. Sur RCF Allier, une émission spéciale d'1 heure consacrée à l'exposition Portrait, dont le vernissage a eu lieu vendredi 10 juin. Mais alors, en tant que photographe, pour faire un bon portrait, est-ce qu'il y a une manière particulière? Chacun des photographes a apporté une réponse différente. Commençons par le point de vue de Nicolas Comment. C'est une bonne question parce que ça peut très bien être une image ratée, qui est au bord de de l'erreur, comme ça. J'aime bien qu'il y ait des images... La photographie n'est donc pas celle forcément qui est la plus travaillée. Exactement, c'est celle qui est la plus surprenante. C'est celle où il se passe quelque chose, un petit miracle. Donc, par exemple, je me permets de faire des images en contre-jour ou dans des pénombres qui ne sont pas forcément le lieu où on ferait une photo parfaite. Vous utilisez beaucoup de flou aussi? Oui, tout à fait. Mais le flou, c'est aussi, d'une certaine façon, une sorte d'aléatoire comme ça. Comme je photographie surtout la nuit ou dans des moments de pénombre, j'ai une zone de netteté assez réduite. Et du coup, je joue aussi de ces imperfections qui deviennent, pour moi, qui font partie au final aussi de la qualité de la photographie, de son ambiance, de son,
son humanité aussi. Il y a quelque chose qui n'est pas dans la dureté frontale, piquée, nette, parfaitement éclairée. J'aime le mystère, quoi. Justement, en parlant de mystère, avec le flou, on ne reconnaît pas bien le visage de Milo. Est-ce que c'est une manière de la rendre anonyme, de garder qu'un corps? Non, pas qu'un corps, parce qu'il y a quand même pas mal de visages, de portraits. Mais c'est une façon de préserver sa pudeur. Elle n'est pas exhibée, c'est ma compagne en plus. La mienne aussi, du coup. Et de plus suggérer un être que de l'étiqueter comme ça, comme comme une carte d'une pièce, je sais pas, une photographie identitaire. C'est autre chose. Effectivement, vous aviez raison de poser la question. Est-ce que c'est aussi l'esprit du personnage plutôt que son enveloppe? Prenons maintenant le point de vue de Mayuka. Elle est partie faire des photos aux États-Unis. J'aime la vie, j'aime les gens. Donc les gens me fascinent. Et des fois, je rencontre une personne qui est dans les plus belles, qui est dans de ses plus beaux jours ou qui porte une idée joyeuse, qui est forte d'elle-même. Et donc pour moi, le plus beau portrait, c'est la chance de rencontrer une personne qui émane d'elle-même et de pouvoir avoir un échange où la personne vous donne un peu de sa réalité et en fait se laisse aller pour vous communiquer un moment d'échange, quoi. Donc pour moi, le portrait le plus réussi, c'est le moment de grâce où la personne se donne entièrement dans toute sa beauté. Voilà. Donc il vaut mieux avoir l'échange puis le portrait ou le portrait puis l'échange? Écoutez, en tout cas aux États-Unis, les gens ne vous laissent pas photographier sans comprendre pourquoi vous voulez faire la photo. Donc chaque photo a été une discussion et donc il y a d'abord un échange humain, un regard, comme dans une danse. Après il y a la photo comme une danse et après on en garde la mémoire qui est la photo. Jean-Marie Perrier a quant à lui fait un travail différent puisqu'il a travaillé sur des personnalités. Alors Jean-Marie Perrier, est-ce que le fait de travailler avec des personnalités fait que la photo se suffit à elle-même ou bien faut-il malgré tout la travailler? Ah non, je crois. De toute façon, toutes les photos que je faisais étaient mises en scène. Même celles qui ont l'air vraies, mais dans la rue, tout est faux. J'ai toujours mis tout en scène, parce que la réalité, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce que je voulais, c'est faire du spectacle. Bon, donc ça, c'était des photos faites pour être au mur des chambres des adolescents. Donc il fallait que c'était du spectacle. Mais par contre, quand vous dites des célébrités, mais pour moi, c'était pas des célébrités, puisque je les ai connus avant qu'ils soient célèbres. Donc, si vous voulez, c'est comme les Beatles. Bon, quand je rencontre les Beatles, c'est pas les Beatles avec un grand B pour moi. C'est juste un groupe de mecs qui font de la musique, c'est tout. Le portrait idéal, il doit ressembler à quoi? Est-ce qu'il y a des ingrédients qui reviennent dans le portrait, dans un portrait? Non, mais ça dépend. Moi, je sais que moi, ce que je trouve, c'est qu'un portrait, c'est fait pour mettre les gens en valeur. Alors, il y a plein de gens très à la mode qui font des photos où ils se foutent complètement que les gens soient mis en valeur. Ils veulent qu'on reconnaisse que la photo est d'eux. Mais moi, ça m'est égal qu'on sache que la photo est de moi. Je peux changer de style. Je ne sais même pas si j'en ai un, d'ailleurs, je m'en tape. Parce que je changerai de style par rapport à la personne que je photographie. C'est pas important qu'on sache que c'est une photo de moi. Le but, c'est que eux soient bien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, sans ça, tu sais, tout ça, c'est pas sérieux pour moi. C'est fait pour rigoler. Aujourd'hui, ils croient que c'est sérieux, les mecs, mais ils ont tort, parce que aussi bien la chanson que le spectacle, tout ça, c'était fait pour se marrer dans la vie. C'est pas fait pour être sérieux. C'est trop court la vie pour être sérieux. Enfin, il peut être intéressant d'avoir le point de vue de la jeune Julia Gatt. Elle a 19 ans et a remporté le premier prix du jury pour cette exposition portrait. Elle a donc eu la chance d'exposer ses photographies à la médiathèque Valérie Larbaud de Vichy. Alors Julia Gatt, parlez-nous de la photo idéale. Ça doit toucher, tout simplement. Il n'y a pas de technique spécifique qui fait que ça marche ou pas. Ça va être quelque chose de particulier que la photographe a trouvé, que personne d'autre a trouvé avant, qui connecte avec le public d'une certaine façon. Après, c'est un choix subjectif, c'est jamais quelque chose qui marche pour tout le monde. Donc, Au niveau du cadre, est-ce qu'il doit être centré sur le visage ou est-ce qu'on peut l'éloigner un petit peu plus, quitte à voir le reste du corps? Alors, ça dépend vraiment du travail du photographe, je trouve. Personnellement, le mien, c'est le sujet il fait souvent partie de tout la composition en fait, donc du fond, et c'est une des éléments visuels. L'environnement. Ouais, effectivement, ouais. Je cherche à vraiment l'ancrer dans son environnement.
Mais après, je connais beaucoup de photographes portraitistes qui travaillent vraiment en portrait centré sur le visage. Donc ça dépend du travail du photographe. Les deux peuvent marcher. Donc l'environnement et la personne sont complémentaires Oui, complètement. Ouais, je trouve que les deux sont nécessaires pour réussir un portrait et les deux jouent une place très importante. Ouais. Une photo réussie, est-ce qu'il y a une règle pour qu'une photo soit réussie? Ou bien est-ce que chaque photo est différente Chaque photo est différente. Ça fait pas aussi longtemps que j'en fais de la photographie pour que je puisse vous donner... je découvre encore, on peut dire, mais pour l'instant, oui, ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment pas une règle qui fait, comme dans toutes sortes d'art, il n'y a pas une règle qui fait que ça marche. C'est quelque chose, c'est une sorte de connexion que le public a avec l'œuvre d'art qui fait que ça marche, mais c'est pas quelque chose qu'on peut étudier si on l'a pas. Et Nicolas Comment nous disait qu'une photo réussie, c'était un instant volé. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est vrai, ouais, effectivement. Mais ça dépend du sort de photographie, je trouve. Un instant volé, c'est vrai que ça marche pour mon style de photo, mais après, ouais, ça dépend complètement du style, si c'est de la mode ou de la rue, ou c'est complètement différent. Vous préférez travailler en studio ou en extérieur? En extérieur, ouais. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les moments réels, soi-disant banals. Et c'est à partir de là que j'essaye de chercher quelque chose de particulier, de curieux et de montrer le réel d'une façon qu'on ne le verrait pas forcément. RCF, la joie se partage. RCF, nous sommes toujours dans notre émission d'1 heure consacrée à l'exposition Portrait, dont le vernissage a eu lieu vendredi dernier à Vichy. Nous venons de nous intéresser au portrait idéal avec le point de vue de 3 photographes. Nous allons tout de suite retrouver Nicolas Comment et Julia Gatt pour qu'ils nous parlent tous les deux un peu plus de leur travail et ce qu'ils ont proposé pour cette exposition. Nicolas, comment vous faites partie des photographes qui exposent pour cette exposition des portraits? Vous avez décidé de photographier votre muse et votre épouse Milo. Finalement, on est moins dans le portrait, on est plus dans le corps. Alors oui, parce qu'en fait, à la base, l'idée est partie d'une image que Fanny Dupéché avait vue, qui était un fragment du corps de Milo. Elle m'a dit tu n'aurais pas d'autres images. En fait, je ne fais pas de portraits frontaux. Ça veut dire que c'est l'ensemble des photographies qui constituent un portrait. C'est une suite de fragments qui constituent comme une mosaïque d'un visage, si vous voulez. Sauf que c'est pas que le visage, il y a aussi effectivement le corps, la silhouette, la démarche. Finalement, grâce à l'ensemble des photographies, on réussit à percevoir sa personnalité. Ah, alors ça, c'est la question. Je ne sais pas. Je ne sais pas si... Oui, il est possible que, en tout cas, peut-être plus qu'une personnalité, mais un esprit, un état d'esprit, des choses comme ça. Est-ce que vous diriez que grâce aux photos, on peut percevoir votre personnalité, Mio? C'est délicat parce que c'est l'œil de Nicolas. Moi, je me vois... Enfin, je n'ai pas l'impression de... Je me regarde pas poser. Enfin, si on peut dire que je pose. En fait, on est dans un parcours ensemble C'est une aventure. Est-ce que tu te reconnais? Je sais pas, c'est à travers son œil. Parce qu'en fait, on m'a jamais vraiment pris en photo. Donc, La première fois que vous posiez? Oui. Et je pose que pour Nicolas. Donc, c'est vrai. Pas modèle photo pour d'autres photographes? Non, pas du tout. Non. Dans cette exposition, vous n'hésitez pas à mettre du nu. Comment est-ce que on peut photographier du nu en étant artistique sans qu'il soit choquant pour le public? Ah bah ça, je sais pas, peut-être que des gens peuvent être choqués par le nu. Moi, je pense que ça fait partie de l'histoire de l'art. Depuis toujours, les sculpteurs, les peintres ont magnifié le corps de la femme.
c'est aussi effectivement le portrait d'un ensemble. Aussi, une femme n'est pas qu'un visage, c'est aussi des jambes, un homme aussi d'ailleurs. On pourrait très bien imaginer d'autres parties, ou peut-être que même parfois j'ai fait des portraits de personnalités du monde de la chanson par exemple. C'était de dos qu'ils étaient le plus ressemblants, paradoxalement, parce que c'est une démarche, une silhouette quoi, et qui en dit parfois plus qu'une photo identitaire. Voilà. Donc là c'est nu, c'est un peu la même chose, ça parle de la sensualité de cette femme plus qu'un simple portrait. Voilà. Alors Milo et Nicolas, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez travaillé tous les deux, le temps de pause, les idées, combien de temps ça a pris? D'abord, c'est pas prévu à la base, c'est pas quelque chose qui est défini pour finir sur les murs en fait. C'est une histoire vécue, c'est notre intimité. Et on a le souci, parce que je suis photographe et que j'ai toujours d'ailleurs fait des photographies intimes dans mes autres projets, qui n'étaient pas que sur un seul personnage, mais ça peut être des paysages, des fragments, etc. Et donc je la photographie en fait. Et comme je vous le disais un petit peu au début, c'est Fanny qui m'a demandé si j'avais pas plus d'images d'elle que d'elle, pour justement constituer ce portrait. Et donc il y a des images faites dans l'intimité, à la maison. Ensuite, on en a fait dans le cadre d'un partenariat avec des hôtels. Ça nous a permis de faire plus d'images et dans des lieux très différents qu'on aperçoit là dans l'exposition. Comment est-ce que vous avez vécu le fait d'être photographié Moi, au départ, je voulais pas. Par pudeur? Non, parce qu'en fait, on s'est rencontrés dans le cadre de la musique. Et en fait, parce qu'on a commencé par faire de la musique ensemble. Vous jouez de quel instrument? De la basse. Et Nicolas est auteur, compositeur, interprète. Par ailleurs. Et donc, il m'a proposé de faire de la photo en même temps qu'il m'a proposé de faire de la musique. Et on a commencé par faire de la musique. Et puis après, en apprenant à le connaître, c'est devenu plus facile, plus évident. Enfin, voilà. Puis après, voilà, comme il raconte, c'est la vraie vie. Donc, c'est comme un journal que je tiens de notre quotidien, si vous voulez. Mais de ce quotidien, je tire une forme de fiction. Je ne vais pas montrer des images crues ou très intimistes ou pudiques. Il y a une forme d'échapper comme ça, un mouvement qui part de l'intime et qui va vers une forme de fiction. Mais il y a très peu de mise en scène. Et au quotidien, lors de votre travail de photographe, est-ce que vous direz que ce travail avec Milo est représentatif de ce que vous faites, ou bien est-ce que c'est décalé, différent? C'est un peu différent parce que c'est vraiment pour le festival que j'ai choisi les images avec Fanny, la commissaire d'exposition. J'avais pas forcément l'intention, j'en glisse toujours quelques-unes d'images comme ça, dans mes projets, dans mes livres, mais qui sont plus liées à des travaux sur des villes ou à des résidences, des voyages, etc. Et donc comme j'ai tendance à montrer aussi mon rapport au monde, donc ma subjectivité, mon intimité, je montre aussi la compagne avec qui je vis, généralement. Donc elle apparaissait dans un livre sur Tanger, notamment. Parfois nue aussi, parce qu'il y avait aussi toute cette dimension de la sensualité orientaliste que je voulais réinjecter aussi, réinterroger. Et donc c'est en voyant une de ces images-là que Fanny m'a demandé si j'avais pas plus d'images. Et j'en avais énormément, parce que je la photographie souvent, quand je peux, quand j'ai le temps. Là je vais en faire sûrement. Durant ce séjour à Vichy. L'histoire ne s'arrête pas là. Alors Julia Gatt, qu'est-ce que c'était ce concours exactement que vous venez de remporter? On le rappelle, premier prix du jury pour cette exposition portrait. C'était un concours de portraits qui a été en partenariat avec la plateforme Weply et que du coup le prix a constitué d'une exposition lors du festival. Donc je suis très contente, très reconnaissante. Voilà. Alors comment est-ce que vous pourriez décrire votre travail? Alors ça fait 6 ans que je fais de la photographie. J'ai commencé à étudier ça à travers des stages, donc avec Darcy Padilla, Bécher, Martha Dao, d'autres photographes, surtout à Arles, à Marseille, à Paris. J'ai fait un stage à Los Angeles avec George McDonald's. Et puis sinon j'expose mon travail depuis quelques années. Il a été exposé à New York en 2015, ainsi qu'à Arles, et puis à Photex en 2014. Et j'ai commencé à animer mes propres workshops de prise de vue depuis peu. Sinon, je fais ma série principale, en fait, c'est une série sur l'enfance et l'adolescence qui a été sortie en forme de livre, en auto-édition, avec l'aide de Patrick Lebescamp. Est-ce que vous avez des photographes qui vous ont plus inspiré que d'autres? Oui, il y a Marco Barban, un photographe italien qui habite à Marseille, fait un travail surtout en Polaroid, qui a un lieu en fait pour la photographie qui s'appelle Le Percolateur, dans lequel j'ai fait un stage. J'étais assistante pendant 3 mois et que en fait c'est là-bas que j'ai commencé
commencé à apprendre la photographie et que j'ai fait mes plupart de stages. Donc aussi du côté technique que du côté inspiration visuelle, c'est un de mes influences. Nicolas Comment n'hésite pas à utiliser du nu. Est-ce que vous aussi, le nu, c'est un domaine qui peut vous intéresser pour le portrait? Effectivement, ouais, ça fait quelques mois que je découvre ce domaine-là et que j'essaye de plus en plus, surtout du nu masculin. Et oui, effectivement, je trouve que c'est très intéressant, ça m'intéresse. Comment réussir à le faire en étant vraiment artistique sans choquer? Ça dépend du public. Si quelqu'un regarde que le fait que c'est du nu, effectivement, ça peut être choquant. Enfin, ça peut être choquant, mais si en regardant vraiment juste l'image en elle-même, vous voyez, donc nu ou pas, c'est l'image qui compte, c'est ce que les photographes ont essayé de ressortir. RCF, la joie se partage. Sur RCF Allier, nous sommes toujours dans notre émission d'1 heure consacrée à l'exposition Portrait que vous pouvez découvrir à Vichy pour une 4e édition tout cet été. Nous allons maintenant voyager aux États-Unis grâce à Mayuka qui a fait des portraits là-bas. Alors Mayuka, comment s'appelle votre travail? Ça s'appelle We American Flavor et c'est un hommage à toutes ces communautés noires américaines qui survivent aux États-Unis et qui essayent de se créer une identité à travers le style malgré la difficulté de vie qu'ils vivent. Et donc voilà, c'est toute une série qui a été réalisée surtout pendant un festival qui s'appelle Afropunk et d'autres photos qui ont été faites aussi dans les rues de New York, dans les ghettos. C'est un festival qui présente la nouvelle génération noire américaine qui est avant issue du hip-hop et maintenant qui se mélange et qui va récupérer une identité à travers toutes les années et les cultures. Donc on peut mélanger des styles aussi bien africains que des styles rock, que des styles pop, tout est mélangé. Donc surtout ces portraits-là sont sur toute une nouvelle génération, la nouvelle génération nord-américaine. Donc uniquement sur les Noirs américains? Là, sur cette série, oui, c'est surtout noire américaine, un peu aussi hispanique, mais oui, c'est des communautés américaines. Justement, en parlant des hispaniques, on entend souvent lors des élections américaines présidentielles que ce sont les votes hispaniques qui ont un poids important. Est-ce qu'ils vous ont confié leur ressentiment? En fait, ce qui se passe, c'est qu'aux États-Unis, toutes ces communautés sont des gens qu'on appelle ghettos et qui sont des communautés pauvres, mais qui sont des gens qui sont en fait très éduqués, qui se renseignent et qui ont vraiment, qui sont politisés dans leur conscience et dans leur manière de parler, mais qui, hélas, ne votent pas beaucoup. Donc, quand Obama s'est présenté, évidemment, tout le monde s'est rassemblé. Aujourd'hui, oui, les communautés noires et hispaniques ont l'impression de toute façon d'être abandonnées. Et leur combat premier, c'est d'essayer de se faire respecter eux-mêmes dans leur propre pays. Encore plus avec les propos polémiques de Donald Trump? Oui, en tout cas, de toute façon, là, il y a un vrai problème si on doit parler politique, c'est que même entre Donald Trump et Hillary Clinton, personne n'est rassuré. Donc, je crois que là, il y a un gros problème. Donc, tout le monde essaye de travailler à son propre petit... Enfin, aux États-Unis, il y a ça aussi qui se passe, c'est que comme on sait que les gens ne vont pas faire grand-chose pour eux, les communautés se réunissent et essayent de créer des mouvements pour se défendre. Est-ce que ces minorités que vous avez trouvées aux États-Unis peuvent avoir des points communs avec les minorités que l'on peut avoir en France? En fait, oui. De toute façon, ces minorités en fait sont le reflet du monde entier en fait. C'est-à-dire que c'est des gens souvent de niveau social assez pauvre, mais qui ont besoin de vivre et qui sont pleins de richesses, de vie, de vitalité, qui sont beaucoup dans le communautarisme parce que c'est la seule manière de survivre aux États-Unis. Et toutes ces populations en fait ressemblent de très proches à toutes les communautés migrantes de tous les pays qui sont au départ migrantes mais qui sont après installées de chaque pays et qui ne sont pas reconnues. Donc en fait, quand on ne nous reconnaît pas, on essaye d'exister et de créer
propre culture et sa propre identité. Et ce qui est très fort dans les Américains, c'est que les Américains sont très forts pour se montrer et ils sont très fiers de qui ils sont et ils savent raconter des histoires. Et donc, pour moi, c'est pour ça que je m'intéresse à ces communautés, que ces communautés noires et hispaniques ont inventé toute la culture hip-hop, ont inventé beaucoup de choses qui nous aident, qui sont des moyens qui nous aident dans le monde entier à être dans notre multiculturalisme. Donc pour moi, oui, ils sont les leaders de toutes les communautés et par leur courage et par leur volonté d'exister et de ne pas être assistés, justement, je trouve que oui, ils sont les leaders et ils ressemblent évidemment à toutes les communautés, sauf qu'ils osent peut-être plus. Donc votre travail photographique, c'est un engagement? Ah, totalement. Le photographe, c'est le rôle du photographe d'être engagé? Je ne sais pas, mais moi, ça m'a semblé une évidence, c'est-à-dire que je travaille que sur les communautés ou les gens dont je pense qu'ils n'ont pas été bien représentés. Et ce qui m'intéresse, c'est de montrer l'humanité, la personnalité et qu'on voit les gens d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on met souvent des stéréotypes sur les gens et quand on a la chance de voyager et de rencontrer les gens, on se rend compte qu'en fait, ils ne sont pas du tout ce que les stéréotypes ou les médias ont essayé de leur coller comme étiquette. Et donc oui, mon travail est de vouloir... j'ai travaillé aussi sur les gitans, j'ai fait tout un travail sur les gitans et c'était de dire les gitans, c'est pas obligatoirement quelqu'un avec une guitare, c'est pas obligatoirement folklorique, c'est des gens, c'est des familles, c'est des manières de vivre. Alors peut-être ils ont la musique avec eux, peut-être ils aiment les poings ou les chevaux, mais avant tout c'est des gens comme nous en fait et qui cherchent tous la même chose. En fait, on cherche tous à être aimés, à être connus pour qui nous sommes. La photographie peut se substituer au journalisme? La photographie peut se justifier au journalisme, mais moi, mon point de vue n'est pas journalistique. Hein. C'est vraiment un point de vue artistique et, émotionnel. Donc, c'est ma propre expérience que je transmets à travers ma photo dans l'espoir d'ouvrir les horizons et la manière de regarder. Nicolas Localto n'est quant à lui pas parti aux États-Unis, mais dans une île à proximité, puisqu'il s'agit de Cuba. C'était un travail qui était réalisé à Cuba entre 2015 et 2016, un travail sur le patrimoine afro-cubain, sur l'apport, on va dire, de la communauté afro-descendante à l'identité cubaine. Voilà. Ça a été plus facile d'accéder à Cuba depuis la levée des embargos par les États-Unis? En fait, j'ai jamais voyagé à Cuba avant, il y a quelques années, donc j'étais avant la levée de l'embargo. L'embargo, en tout cas, il est toujours en cours, hein, donc elle n'était pas encore levée complètement. Donc il y a une démarche diplomatique en cours. Et c'était pas... Donc je ne peux pas répondre à cette question parce qu'en fait l'embargo est toujours là. J'ai travaillé très discrètement dans le pays et je n'ai pas eu de problèmes de ce point de vue-là. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus à Cuba? C'était déjà le contrôle qui existe sur la personne, donc sur les Cubains, contrôle de la part du gouvernement sur la vie des Cubains, sur leur mobilité. Donc ça c'est quelque chose qui m'a impressionné parce que j'ai voyagé dans d'autres pays où il y a aussi des régimes, on va dire, non démocratiques, mais effectivement Cuba ça m'a marqué par rapport à ça, ce contrôle constant sur la vie des Cubains. Après, évidemment, il y a des choses aussi très positives qui m'ont marqué, comme par exemple la mixité sociale qui est quand même extraordinaire, donc le fait que les afrodescendants partagent les mêmes espaces de vie que les populations des descendants espagnols, donc les Blancs. Cette mixité sociale-là, c'est quand même aussi un résultat positif de la Révolution. Est-ce que ce contrôle, comme vous avez signalé, est-ce qu'il se retrouve dans les photos que vous avez prises? Non, en fait, j'étais d'être le plus possible sincère et honnête vis-à-vis aussi de mes sujets. Donc, ce qui m'intéressait, c'est de mettre en valeur les identités individuelles, la personnalité. Donc, de mettre en valeur les sujets que j'ai photographiés, au-delà après de leur appartenance politique ou sociale. Donc, je ne me suis pas focalisé, je ne voulais pas donner une vision partielle. J'essaie d'être le plus possible objective. Évidemment, c'est un regard aussi subjectif que je porte sur Cuba. RCF, la joie se partage. La subjectivité, c'est ce que vient d'évoquer Nicolas Localto. Justement, est-ce que cette subjectivité existe dans les portraits et dans la photographie en général? Pour avoir un début de réponse, retournons avec Mayuka. Alors, Mayuka, pourquoi est-ce que vous avez décidé de partir aux États-Unis? En fait, au départ, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de jazz. Et quand j'ai grandi
le disco, toute cette musique funk et tout ça. Et quand je suis devenue photographe, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'images qui représentaient les gens pendant la période de jazz, comment ils vivaient, pourquoi ces paroles, en fait, il y avait des paroles de Billie Holiday qui disaient « je l'aime et il me frappe ». Je me disais mais pourquoi et ça me touchait beaucoup. Et il y avait quelques photos un peu militantes, mais il n'y avait pas ces gens-là. Et quand j'étais jeune, est arrivée la culture hip-hop. Étant parisienne, Paris étant une ville très multiculturelle, je vivais beaucoup avec toute culture, dont des Africains, et j'ai décidé d'aller aux États-Unis voir la naissance de cette culture et la documenter. Ça a commencé comme ça, donc ça a commencé sur défendre une culture, la documenter et être en contact avec elle. Donc au départ, c'était pour suivre la culture hip-hop et pour essayer de voir les liens en fait entre les Africains en France et les Noirs américains aux États-Unis. Et justement, les Africains en France et les Noirs américains, à part leur culture, sont très proches. Et en fait, tout être humain, en fait, c'est une histoire où on parle de couleur de peau, de noir, de blanc, tout ça, mais en fait, tout être humain est pareil et a la même sensibilité, peut faire rire pareil. Après, il y a des choses culturelles qui sont données de famille qui nous différencient, mais la couleur, c'est rien, hein. C'est pas une vraie réalité. Quand vous nous expliquez pourquoi vous êtes allé aux États-Unis, on a le sentiment que grâce à la photo, même si on ne vous voit pas, il y a malgré tout une petite part de vous dans la photo. Oui, alors c'est assez juste parce qu'en fait, moi étant métisse, ça m'a toujours intéressé aussi de représenter les métisses. Et les métisses du monde, pour moi, c'est toutes les cultures. Ça peut être métisse turque, asiatique et tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais aux États-Unis, j'ai été très attirée par leur manière de se représenter et d'exister. Et j'ai été très vite accueillie. Et on ne m'a pas demandé d'être tout de suite, ma place, je pouvais être asiatique, j'étais acceptée en tant que personne qui était là et je me suis reconnue dans ces gens et surtout ils m'ont accueillie. Donc dans la différence, à travers eux, j'ai pu me retrouver, oui. Prenons également le point de vue de Nicolas Comment, le photographe dont son épouse est aussi sa muse. Alors, Nicolas Comment, est-ce qu'un photographe peut être engagé politiquement ? Non, il n'y a pas de dénonciation, mais politiquement, je dirais que c'est un travail apolitique qui, en fait, met quand même le rapport. Je parle d'un individu, c'est pas du tout sociologique. Mais ce rapport, non pas individualiste, mais à l'individu, m'intéresse politiquement aussi. J'ai l'impression qu'il est quand même difficile d'imposer une vision du monde par la force ou par les urnes. Est-ce que du coup le photographe peut être sociologue en représentant les personnes qui l'entourent, en représentant le monde qui l'entoure ? Beaucoup le sont. Vous non ? Non, moi j'utilise la photographie comme un poète. Par exemple, j'écris des chansons par ailleurs. Donc pour moi, c'est une forme vraiment de poème. La manière de rassembler les images entre elles, de faire en sorte qu'elles riment, parce que j'ai rapproché des lumières, certaines lumières, et des échos, c'est comme un petit récit. Mais un récit qui ne commence pas par A pour finir par B, qui est un récit éclaté, donc il y a une forme poétique, une poésie plus moderne qu'antique, qu'ancienne. Vous voyez, c'est vraiment pour moi de la poésie. J'ai l'impression que c'est comme si c'était des fragments de vers ou de strophes que je mets en scène. Le rapport entre elles fait que l'analogie, etc., fait que la poésie peut naître ou pas à l'étincelle dans le regard du spectateur. L'idée, c'est ça. C'est aussi de sortir finalement ce que je disais aussi, d'un pur quotidien un peu banal. Il y a une échappée, c'est un peu pensif, voilà. Forme à Baudelaire. Onirique aussi. Oui, à la Baudelaire, ça serait prétentieux de dire que oui. Mais effectivement, dans une lignée comme ça, dans une tradition où les poètes chantent leurs compagnes, leurs femmes, la Mémuse noire pour Baudelaire, etc., bien sûr. RCF, la joie se partage. Cette émission spéciale consacrée à l'exposition Portrait qui se déroule à Vichy.
Pour cela, Julia Gatt a accepté de commenter quelques-uns de ses portraits qu'elle expose à la médiathèque Valérie Larbaud. Julia Gatt, est-ce qu'il y a un ordre dans cette exposition de portraits? Est-ce qu'il faut voir les portraits d'un certain ordre ou bien est-ce que chaque portrait est différent et suffit à lui-même? Alors je pense que c'est au public de décider ça, de comment est-ce qu'il veut expériencer l'exposition, où est-ce qu'il veut commencer, où est-ce qu'il veut finir. La seule chose que je pourrais dire, c'est que la photo que je trouve représentante de la série pour moi est celle-ci, de la petite fille en rouge de profil à côté de la une photo assez marquante, donc elle est toute seule au centre assez gauche de la photo. Qu'est-ce qu'elle signifie, qu'est-ce qu'elle représente? C'est Sarah, c'est ça? C'est Sarah, oui. C'est votre sœur? Ouais, c'est ma petite sœur de 9 ans qui est la modèle principale de la série. Puis je pense à travers mes photographies de Sarah, je cherche quelque part de faire une sorte d'autobiographie sur moi-même et sur mon propre enfance. Et donc quand on est en prise de vue, j'ai pas forcément des idées extérieures que j'essaye d'exprimer dans les images, mais c'est plutôt vraiment le sentiment qui vient après la prise de vue qui peut amener une idée ou quelque chose, donc quelque chose de très, très mystérieux, quelque part un peu glauque, mais quand même joyeux, ludique, qui peut se demander des questions, qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle fait, mais c'est vraiment cette sensation-là de questionnement qui m'intéresse. C'est une petite fille toute seule, donc ça représente la solitude? On peut le voir comme ça, effectivement, ouais. La solitude et puis quand même la confiance, je trouve la confiance en soi, comme elle se met très droite, elle a l'air plutôt toute seule, mais pas peur ou quoi, vous voyez. Elle a malgré tout la tête un peu penchée, donc ça peut exprimer, elle réfléchit, elle pense. Ouais, effectivement, ouais, complètement. On peut imaginer que c'est un peu son monde intérieur à elle, dans ses pensées, dans son imagination, on est en train de jouer ou quoi, et voilà, s'imaginer un petit monde à elle. Donc sûr d'elle, si c'est autobiographique, ça veut dire que vous êtes sûr de vous aussi? Voilà, oui, sur l'enfance en général, ce sentiment qu'on perd à un moment où où le monde est en fait un terrain de jeu, où c'est vraiment l'imagination qui est prioritaire dans nos pensées. Et c'est peut-être ça que j'essaye de chercher dans cette série. Alors la particularité de ce portrait, c'est qu'il y a donc la petite fille, il y a son reflet dans l'eau, et il y a son ombre. C'est fait exprès? Ah non, pas du tout. Pendant la prise de vue, c'est le modèle qui choisit ses poses, qui se gère lui-même en fait. Moi je fais que lui suivre et essayer de voir où est-ce que ça nous amène. Je ne cherche pas à décider pour lui de comment est-ce qu'il veut s'exprimer. Et Sarah, comme je la photographie depuis très longtemps, elle a déjà pris l'habitude et elle aime bien ça et elle sait très bien comment s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire pour elle, ce reflet et cette ombre? Pour elle? Oui, le fait d'avoir un reflet dans l'eau, d'avoir une ombre, c'est une triple personnalité en quelque sorte. C'est ça, ouais, on peut le voir comme ça complètement. C'est encore une fois ce côté d'imagination où il peut s'imaginer plusieurs personnages, toute une histoire. Mais comme je dis tout à l'heure, le public le voit comme il veut. Autre photo, c'est peut-être la première en la voyant qui peut être marquante, c'est la photo de Sarah. Encore une fois, qui est cette fois-ci en plan un petit peu américain. Elle nous regarde droit dans les yeux. Ouais, Sarah, la plupart du temps, elle a un regard assez direct, assez pur, je trouve, dans les images où elle trace le regard du public, quoi. Contrairement à la photo précédente, cette fois-ci elle est entourée de deux personnes qui l'enlacent. Donc c'est plus la solitude, c'est qu'elle est bien accompagnée. C'est ça. Après, bien ou pas, on ne sait pas, parce que par rapport à son expression de visage, c'est pas forcément compréhensible que c'est quelque chose de joyeux. Mais après, cette situation-là, par exemple, c'était en jeu avec ses amis. Et encore une fois, c'était une position qui est venue naturellement et que j'ai juste demandé un moment de pause où il s'arrêtait. Et puis elle m'a sorti ce regard-là et je me suis dit, waouh, qu'est-ce que ça évoque? C'est son regard de tous les jours? Ou c'est vraiment un regard pour la photo? Justement, ouais, tout. C'est ça qui est génial avec elle, c'est que pendant tous les autres temps, elle est très, très joyeuse, très partout. En fait, vous voyez,
Et pas du tout ce personnage assez limite dépressif qu'elle évoque parfois dans les photos. Ça fait vraiment un regard très expressif, très... Ouais, très fort, ouais. Elle a une personnalité très forte, ça c'est sûr. Mais c'est intéressant justement de voir une personne qui est dans la vraie vie très rigolante toujours, très joyeuse, souriante, et que dans les photos, elle devient d'un coup très sérieuse et peut-être elle essaie d'exprimer quelque chose à travers de ça. Donc cette personnalité très forte, ça correspond à la photo qu'on vient de voir précédemment, où elle était très droite. Oui, complètement, ouais. On sent quelqu'un qui est très en accord avec lui-même. Autre photo, c'est Sarah, non c'est peut-être pas Sarah cette fois-ci, Sarah. C'est de nouveau Sarah, qui est... C'était moi. qui est cette fois-ci allongée, qui nous regarde de nouveau, la bouche entrouverte. Elle est entourée d'une couverture, la tête presque posée sur un oreiller. Qu'est-ce qu'elle signifie cette photo? Elle est bien entourée? Ouais, complètement. Et puis encore une fois, c'est un moment de jeu avec son frère et vous? Oui, effectivement. J'interviens juste en tant qu'observatrice pendant leur jeu, c'est ça qui m'intéresse. Et oui, c'est vraiment ce contraste entre le fait que cette situation est une situation très, très positive, très ludique, mais juste dans le temps de la prise de vue, elle devient ce personnage super sérieux, super en train de réfléchir, on dirait, sur des grandes questions, etc. L'oreiller a de multiples couleurs, ça pourrait faire penser à un drapeau d'un pays. C'est voulu ou c'est un hasard? Un hasard complet, ouais. Comme j'ai dit tout à l'heure, je préfère avoir le moins de contrôle possible sur la mise en scène de mes images. Donc laisser le hasard faire et juste trouver des instincts volés. Autre photo, toujours avec Sarah. Elle est dans une cuisine, là, entre la table et un piano. Pas une cuisine. Pas une cuisine. Dans un salon, entre une table et un piano, la tête sur la table, les pieds sur le piano. C'est un entre-deux? C'est un équilibre, effectivement, ouais. C'est encore une fois un moment de jeu. Une position choisie par la modèle qui avec le temps s'est habituée à être prise en photo et à s'exprimer dans cette façon-là et qui trouve du coup c'est les façons qui l'intéressent à communiquer. Donc voilà, je fais que l'observatrice. Est-ce que ça peut aussi montrer la fébrilité de la vie? Il suffit qu'on pousse un petit peu l'un des deux et elle tombe? Ouais, effectivement. Complètement, ouais. Vous le décrivez mieux que moi. Dernière photo qui est complètement différente cette fois-ci. C'est celle-là, c'est un homme allongé sur un lit qui est nu cette fois-ci. C'est un travail que je commence à développer en ce moment, plutôt récent, sur du coup mon copain et qu'en même temps c'est assez différent de toutes les autres photos où c'est vraiment plus les enfants, le jeu, etc. Mais je trouve que justement ça fait partie de la série dans la façon que ça montre la prochaine étape quelque part. C'est la suite. C'est ça. Ouais. Du coup, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas forcément d'ordre. Au final, il y en a un. Celle-là pourrait être la dernière photo. Effectivement, ouais. Ouais, c'est une sorte de passage entre les temps et c'est vraiment un travail tout récent que je suis en train de développer sur le nu et qui va très bientôt sortir. Les projets, donc c'est vraiment cette série de nus. Toujours avec le même modèle ou Non, plusieurs modèles. Ouais, pour l'instant, je le vois pas comme une série à part de la série de Sarah parce que pour moi, ça évoque quand même l'enfance, le passage à l'adolescence et puis après le passage à la vie adulte. Pour moi, c'est toute une série avec plusieurs étapes différentes. En fait, oui, il y a un ordre. Vous avez raison. Il y a toujours cette idée du regard dans vos photos. Là, il a la tête un petit peu en bas, mais pas complètement non plus. Et il a le regard tourné presque vers nous. Si, ouais, complètement tout droit dans le public. C'est encore une fois ce côté de situation très positive, très joyeuse, où le modèle choisit de faire un regard complètement sérieux. Par exemple, ici également, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans mes photos et qui fait penser parfois à certaines personnes à quelque chose de plutôt mélancolique, ce que je pourrais voir, ouais. En arrière-plan, c'est flou, mais c'est quand même important. Il y a 3 post-it. Est-ce que c'est du hasard? Est-ce que il y avait ça en arrière-plan, mais on met en flou pour pas non plus dénaturer l'arrière-plan? Ouais, je le mis en flou
pour faire quelque part penser que ces post-it, ils sont un peu avec les petites notes qui sont dessus, à quelque part les pensées de la personne et ce qui lui passe dans la tête en ce moment, les petits nuages de pensées dans la tête. Très bien. Par contre, d'autres projets également. Sur la description qu'il y a de vous dans l'exposition, on voit que vous êtes également étudiante en sciences humaines en Angleterre. Dans une université qui s'appelle The Open University, une université par correspondance en fait. Donc vous la faites à Marseille? Je le fais où je suis. C'est ça qui est génial en fait, parce que du coup je pourrais le faire en parallèle pendant que je fais des stages, des expositions, n'importe où, si je voyage, etc. Je prends mes études avec moi et c'est très pratique, c'est tout par internet et les professeurs sont géniaux. Il y a un groupe d'étudiants dans plusieurs pays qui c'est vraiment génial. Et du coup ça me permet d'avoir une base théorique sur l'histoire d'art surtout. Qui est très importante. En sciences humaines, on fait d'histoire d'art. Ouais, beaucoup d'histoire d'art, histoire en général, architecture, études religieuses, c'est très varié et c'est ça qui est super. Et l'objectif, c'est d'enrichir la manière de... Ouais. Et c'est pas pour avoir un diplôme universitaire et faire autre chose si la photo marche pas? Non, pas si la photo marche pas, mais justement, ce serait pour peut-être transférer après dans une école d'art pour finir le diplôme en diplôme de photographie. Pourquoi faire en Angleterre? Cette université, en fait, j'ai eu beaucoup de bons conseils sur ça et je me suis dit que de toute façon, en ce moment, je n'avais pas envie de rentrer dans une école parce que je préfère commencer à approfondir ma photographie sans être formatée par quelqu'un. Rester libre. Voilà, garder ma liberté de développer ce travail indépendamment. Et donc les études par correspondance, ça correspondait parfaitement avec cette idée-là. L'anglais semble malgré tout important pour vous. Dans la carte de visite que vous avez donnée, c'est marqué photographeur, donc photographe en anglais. Sur votre site internet, toutes les catégories sont en anglais. L'anglais, c'est important pour vous? Je viens d'Israël, donc un pays qui parle beaucoup anglais. Et puis depuis toute petite, on voyage très souvent dans plusieurs pays. Et oui, donc pour moi, l'anglais, c'est très important comme outil de communication et essentiel pour avoir une carrière qui pourrait marcher pour moi. Le but, c'est vraiment de se développer à l'international. C'est ça, ouais, complètement. Grâce à vos stages que vous avez fait chez des photographes américains, par exemple? C'est ça, ouais, à Los Angeles. Et oui, le but serait de finalement arriver à New York. Pourquoi New York? Parce que pour l'instant, en tout cas, quand même le centre niveau photographique dans le monde pour l'instant, et je trouve que ça serait c'est essentiel de passer quelques années par là-bas pour pouvoir vraiment comprendre ce monde et la compétition et voilà. C'est juste une étape à passer. Donc beaucoup d'ambition. Oui, complètement.